Sow. Bonsoir. Alors, vous, en tant qu'ancien ministre, quel est votre sentiment aujourd'hui sur la pénurie d'eau au Sénégal? Ce que le dos est le résultat d'une responsabilité partagée. Il est trop facile de dire systématiquement tel a tort ou tel a raison. C'est une situation d'une extrême gravité qui nous interdit de politiser la situation. En un moment où des millions, pour ne pas dire des centaines de milliers de nos compatriotes sont privés de la chose la plus essentielle dans la vie, c'est-à-dire l'eau, source de vie. Dans cette situation, je pense que nous devons mutualiser nos efforts, nos expertises et notre aptitude à calmer les nerfs et non pas attiser le feu, car nulle personne n'a intérêt à éviter d'un Sénégal en ruine, même s'il est opposant ou gouvernant lors d'un fauteuil présidentiel. Dans la même foulée aussi, je tiens à dire que le gouvernement a eu tort de bander les muscles en menaçant des compatriotes qui n'ont rien fait à part être les victimes, injustement victimes, d'une situation qui, au moment où nous parlons, n'existe dans aucun pays au monde. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas une semaine, c'est plus de 2 semaines déjà. Dans un contexte pareil, la seule chose qui vaille, c'est voir comment mettre un terme à la pénurie d'abord. Avant, ce qui règle le problème, si on brandit l'épée de Damoclès, on menace de les limoger déjà, on envoie des missions d'audit pour le dire à la fois, vous perdez vos postes, vous pouvez même aller en prison, mais finalement, ça ne les incite plus. Ils sont assez traumatisés pour pouvoir tenir la barque en vue d'écouter les délais de souffrance et de douleur. Je pense qu'aujourd'hui, c'est à l'unisson qu'on doit trouver la solution. Immédiatement après, maintenant, passer en revue l'ensemble des aspects relatifs à la question. Qu'est-ce qu'il y a là-bas de tout cela? Est-ce un acte de sabotage politique ou pas? Il faut se poser cette question. Il faut la poser cette question. Est-ce la conséquence d'une corruption ou d'une pratique mafieuse? Qui en est responsable? Est-ce parce qu'on a délégué une question vitale de notre pays à des structures étrangères ou nationales incompétentes ou pas? Est-ce que les mesures qu'il fallait prendre sont prises ou pas? Je pense qu'il trouver enfin une solution définitive qui nous privera d'une telle situation. La situation est assez explosive, assez difficile. De la pénurie d'eau, on peut en arriver à une situation d'insécurité généralisée et aucun patriote ne doit le souhaiter. Ce n'est pas la peine aussi pour l'État de nous sermonner en nous faisant croire que nous devons être intelligents pour comprendre qu'un accident ne se règle pas en un clin d'œil, en nous imposant de devoir nous consoler par des compassions exprimées par un chef de gouvernement ou par un ministre de tutelle. Même la compassion du chef de l'État ne suffit pas. Il faut des mesures fortes, il faut des annonces importantes à la dimension de la violation flagrante des droits les plus élémentaires. Épicure nous disait que les besoins de l'humain se situent en 3 groupes. Les besoins naturels et nécessaires, qui sont manger et boire. Aujourd'hui, la négligence humaine, pour ne pas dire l'incompétence humaine, s'est attaquée à ces besoins essentiels, naturels et nécessaires, c'est-à-dire le boire. L'autre besoin étant bien entendu naturel et non nécessaire, c'est la sexualité, et l'autre étant ni naturel ni nécessaire, c'est le luxe. Pendant que les gens patauchent dans le luxe, patauchent dans d'autres besoins, mais la majorité du peuple, même ceux-là qui sont dans les eaux sales, les inondations, sont sans eau. Quel contraste! Le plus difficile, on s'expose à des épidémies dont les conséquences sanitaires mais peuvent
coûter à l'État, mais l'essentiel, une perturbation totale de ses prévisions budgétaires. Je pense qu'ils doivent calmer les choses. Aujourd'hui, plus qu'une compassion, le gouvernement du Sénégal doit présenter, je ne parle pas des regrets, mais des excuses publiques. C'est ce qui est attendu. Merci, monsieur le ministre. Deuxième question. Vous êtes ancien ministre, ancien député, actuel PCR, et par ailleurs ex-militant du PDS. Vous venez de mettre sur pied un mouvement politique. N'est-ce pas là un mouvement politique de trop? Absolument pas. Je peux vous montrer comment nous sommes organisés. C'est important. Moi, je parle de choses très claires. Par exemple, si vous allez aujourd'hui dans la commune de Thiès, voilà comment on est organisé. Ça, c'est pas un mouvement comme les autres mouvements. Par exemple, vous allez à Médina Fall, le plus grand quartier de Thiès. Voilà comment les gens adhèrent. C'est pas une unité de 25 personnes. Là, vous avez 6 unités. Et ils achètent les cartes, vont verser le produit de carte au niveau de la banque que vous voyez vous ici. 150 adhérents, 150 000 francs CFA. 150 personnes. Vous allez dans un autre quartier de Thiès, par exemple, vous regardez ici. Que Dagodjon, ça fait combien? 50 adhérents. Ça fait combien? 50 000. Là, vous allez Angle Serifol, ça fait 50 adhérents. C'est combien? C'est 50 000. Tous ces lots-là, c'est comme ça. Ça, je parle simplement de la commune de Thiès. Pendant que vous avez ça, ça c'est Bayard. Les preuves sont là. Vous sortez de Bayard. Ça sont des membres fondateurs qui achètent des cartes à 50 000 francs. Ça, c'est la communauté de Panalwola. Ça, c'est à Koussana, dans le Tambacounda. Et tout un paquet. Ça, c'est tout le Sénégal qui est là. Ce sont des dizaines de milliers de Sénégalais qui ont volontairement répondu à mon appel patriotique avec des amis de toutes les catégories sociales du Sénégal, avec qui je partage ce désir ardent de conquérir démocratiquement le pouvoir et mettre en œuvre une vision plus juste, plus équitable, axée sur le travail, l'équité, l'égalité des chances et la création de ces chances qu'il nous faut. Qui acceptent de venir prendre des cartes, qui acceptent des unités de veille et d'action patriotique, 25 personnes par unité, vendant des cartes, les versant dans un compte bancaire, participant à la réflexion. On avait dit, ce mouvement, lorsqu'il y aura des dizaines de milliers d'adhérents, devient un parti politique. Aujourd'hui, je viens de prendre l'ensemble des informations qu'il faut pour constituer un parti politique. Je les savais déjà. Et nous allons constituer un parti qui va naître avec des milliers d'adhérents. C'est-à-dire un bébé né, souriant, courant et jouant avec les gens déjà. Ce parti a vocation, non pas de se positionner par rapport à un camp ou par rapport à un autre. Il ne sera pas un parti qui cherche à faire plaisir ou à faire mal. C'est un parti qui a l'ambition de conquérir démocratiquement la voix de la majorité des Sénégalais en proposant une vision de l'avenir, une vision alternative et en permettant aux Sénégalais de comparer l'état de précarité dans lequel nous sommes plongés aujourd'hui à une proposition chiffrée, articulée, argumentée d'un mieux-être et d'un Sénégal où il fait plus juste, où il fait mieux vivre, une société juste et équitable, où la famille ne se substitue pas aux citoyens, où le parent ne remplace pas le militant dans le parti, où le mérite et le travail sont les critères de mesure de l'élévation dans la société. Très bien, un parti en vue. Alors, quelle sera votre offre programmatique, n'est-ce pas, pour un Sénégal émergent?
Nous avons déjà, je l'ai dit, ma vision globale va déjà apparaître dans un livre sous peu, Le courage d'agir, une nouvelle vision de la politique au Sénégal. Il sera complété par notre programme politique qu'on appelle le programme de développement solidaire patriotique PDSP pour un nouveau Sénégal. Dont le socle repose principalement sur le patriotisme comme finalité, comme comportement et comme culture sociale, visant le développement, mais équitable et solidaire. Il ne s'agit pas de créer une enclave de privilégiés face à un océan de misérables et qui n'ont aucune chance de sortir de la misère. Notre vision, c'est de permettre aux riches de s'enrichir, mais pas sur le dos du pauvre. En sachant que la sécurité de son investissement dépend de son sens de tirer de la pauvreté une partie du peuple, mais avec l'accompagnement du gouvernement. Comme je l'ai dit, notre vision patriotique et libérale va être au service de la majorité et non pas au service du lobby et des clans. Il ne cherche pas à appauvrir des riches en enrichissant les pauvres sur le dos des pauvres, des riches, mais à créer une société équitable où des conditions de convergence patriotique vont être créées au point que le secteur privé sera le moteur de la croissance et le socle sur lequel notre vision économique va reposer. Comme je le rappelle tous les jours, pour moi, annoncer des chiffres de millions d'emplois n'est qu'un slogan politicien. Il suffit de montrer la voie, les moyens, les chiffres et les arguments en nous appuyant sur le secteur privé parce que je suis convaincu que le rôle du gouvernement, ce n'est pas de distribuer des richesses, mais de créer un cadre de floraison, de distribution de richesses et d'accès équitable à ces richesses-là. Notre vision, c'est de combattre avec pédagogie et persuasion l'économie de rente. Aider le Sénégalais qui pense que pour sa sécurité personnelle et pour son avenir radieux, il doit mettre des centaines de millions à construire un immeuble et devenir un marchand de sommeil et créer un seul emploi, créer les conditions pour ces ennemis d'aller investir dans l'agriculture en créant des centaines d'emplois avec le même montant, avec l'accompagnement de l'État, qui lui apporte aussi la garantie en cas de calamité naturelle devant générer des pertes graves dans son investissement, de prendre ça en charge car cela dépasse sa compétence. Il crée des emplois, renforce la production locale, participe à la sécurité alimentaire et en même temps aussi fait baisser les importations en influençant notre balance commerciale. C'est ainsi qu'on pourra aussi réduire le coût de la vie et non pas par des annonces intempestives qui ne misent que sur des subventions ou bien mais un forcing avec la matraque de réduction de prix. Il faut oublier une chose. Si nous avons un budget, notre budget national, il repose principalement sur deux domaines. Les impôts et domaines et la douane. Si en 2012, c'est 800 milliards qui ont été mobilisés par la direction générale des impôts et domaines et 500 milliards par les douanes, si vous dites que vous allez faire baisser le coût de la vie sur la base simple de subventions ou d'annulation de taxes, alors que l'aide publique au développement et les ressources étrangères extérieures que nous attendons, nous n'avons aucune assurance de tout cela, il y a une contradiction. Donc il faut agir directement sur les secteurs majeurs qui fatiguent les Sénégalais. C'est le logement et ce qu'on appelle le panier de la ménagère. Renforcer la production et faire de sorte que l'offre soit supérieure à la demande, c'est possible. Mais faire venir faire transférer des technologies et d'autres techniques agricoles des pays où nous importons ces produits-là, mais en retravaillant nos sols au point de pouvoir pratiquer ces cultures dans nos pays. Il faut que les gens comprennent que le Sénégal a des urgences qu'il faut régler tout de suite. Mais il y a aussi des projections qu'il faut comprendre que demandent au moins une décennie ou plus d'eux pour enfin créer les conditions de changement total, définitif et durable
pour le mieux-être des Sénégalais. Très bien, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation aujourd'hui sur la stratégie nationale de développement économique et social, n'est-ce pas, la SNDS, oui, la SNDS, qui traduit, n'est-ce pas, ainsi la vision économique de l'émergence du programme Yoonu Yokkute du candidat. Non, en fait, vous savez, je suis vraiment désolé, Yoonu Yokkute, c'est juste, franchement parler, ce n'est pas un programme. Je ne suis pas un économiste, mais les plus faibles techniciens vous diront que c'est une compilation de vœux pieux et d'annonces politiques qui ne sont pas le reflet d'une vision d'un leader. Vous savez, un homme politique, on a entendu une vision politique sur chaque secteur. Et les experts viennent maintenant conformer cette vision à la réalité sur la base d'études et des réalités au niveau international. Mais si ce sont des techniciens, chacun qui vient avec son idée, qui va me dire que j'ai rédigé telle chose, et finalement l'homme politique porte cela, que lui peut avoir du mal à exprimer, à convaincre, comme étant l'auteur authentique de la vision, en lieu et place des techniciens, ça pose un problème. Aucun des Sénégalais aujourd'hui ne peut vous dire, pendant une seule minute, ce que Yoonu Yokkute comporte, qu'est-ce qui est prévu pour lui. Allez dire à l'enseignant, qu'est-ce que Yoonu Yokkute est prévu pour lui. Il ne répondra pas. Mal conçu, mal présenté, jamais compris par personne. Et on veut dire que c'est sous cette emprise, sous l'emprise d'un tel programme qu'on va changer notre vie. En tout cas, jusqu'à présent, si ce que nous vivons est la conséquence de Yoonu Yokkute, c'est Yoonu Toroxtane qu'on est en train d'emprunter. C'est ça la vérité. Si Yoonu Yokkute, c'est nous priver d'eau et nous menacer, de nous brimer si nous ripostons ou si nous contestons. Donc Yoonu Yokkute, c'est Yoonu silence. Quelqu'un disait que Yoonu Yokkute, c'est une gendarmerie ou une prison de base. Ça a tout l'air. Par conséquent, il n'y a pas de stratégie économique nouvelle. Tout a été étudié, planifié, élaboré sous le mandat d'Abdoulaye Wade par les mêmes techniciens du ministère de l'économie et des finances. Ils m'entendent, ils savent ce que je dis. C'est leur faire un mauvais procès que de vouloir faire croire aux Sénégalais que le nouveau régime est venu avec une nouvelle vision économique élaborée. Je suis désolé. On a simplement fait des changements d'appellation ça et là, conceptualisés, mais absolument rien n'a changé. C'est comme par exemple le fait de vouloir s'approprier le nouveau code général des impôts, c'est une catastrophe. Il faut de la probité intellectuelle, il faut de l'honnêteté intellectuelle. Tout cela peut être compris. On n'a pas besoin de vouloir baptiser un porc au nom de mouton pour qu'il devienne mouton quand même. Ça n'a pas de sens. Si jusqu'à présent, si le gouvernement inaugure des choses, il en inaugurera encore selon réalisation. Sous peu, ils vont inaugurer près de la mairie de Ziguinchor. C'est l'action d'Abdoulaye Wade et d'Aliou Sow. Ils vont inaugurer la mairie de Kaffrine. C'est Aliou Sow, c'est pas eux. C'est Abdoulaye Wade, ce n'est pas Macky Sall. Ils vont inaugurer la mairie de Kédougou, ils vont inaugurer la mairie de Kanel, ils vont inaugurer la mairie de Kébémer. Tout ça, nous sommes partis poser les premières pierres, lancer des appels d'offres, réaliser tout. C'est fini, c'est terminé, ils vont inaugurer, ils mettent leur nom, ils doivent être même jeunes. C'est la continuité de l'État. Ils ont lancé un grand pont pour les travaux de la route Ziguinchor-Goudomp qui passe par Sédio, aller jusqu'à Kolda. C'est le MCA qui a été négocié et signé par Wade depuis quand? Ils vont inaugurer l'aéroport Blaise Diagne. Ce n'est pas leur vision ni leur idée. Ils ont tout récemment inauguré une autre partie de l'autoroute à péage. C'est qui? C'est encore Abdoulaye Wade. Mais au nom de la continuité de l'État, ils ont le droit, on ne le fait pas la petite querelle. Mais de grâce, il ne faut pas qu'ils prennent. C'est comme par exemple prendre un doctorat rédigé par quelqu'un, vous modifiez l'intitulé, en maintenant le contenu, à parfois changeant les sous-titres, les titres et les sections et les sous-points pour dire que c'est votre thèse. Ce n'est même pas du plagiat, c'est du pillage. Il faut connaître le pillage étatique. Très bien. Cette question s'adresse à l'ancien ministre. Monsieur le ministre, comment vous expliquez
n'est-ce pas, le report du passage du Sénégal au club de Paris. Peut-on craindre aujourd'hui, selon vous, n'est-ce pas, si l'on sait que cet examen, n'est-ce pas, cela peut constituer une aubaine pour l'économie sénégalaise en termes d'appui budgétaire et d'effacement de la dette extérieure? Mais c'est la conséquence d'une politique de pilotage à vue et d'une impréparation, pour ne pas dire une incompétence notoire. Ce n'est rien d'autre que ça. Peut-être me diront-ils qu'il y a un remaniement, mais gouverner, c'est prévenir. En vérité, l'appareil étatique est là, l'administration est là. Le travail de base est fait par les techniciens, pas par les ministres en vérité, qui sont des grands coordonnateurs de la vision, de l'exécution de la vision du chef de l'État au niveau des secteurs qui les concernent, le secteur qui leur sont confiés. C'est extrêmement grave. Et ce qui est gênant dans cette affaire-là, on nous annonce simplement le report, ni plus ni moins. Pour une rencontre d'une si grande importance, reporter, alors que tout le monde sait que c'est parce que les choses sont mal ficelées, mal préparées, ils ont peur de connaître là-bas une sorte de déception terrible, faute d'aptitude, non pas de techniciens capables, hein, mais de casting bon, de casting positif. L'administration sénégalaise, elle est là, elle reste la même. De savoir à nos jours, elle est de qualité, elle est de haute facture, de grande expertise patriotique qui est là. Mais ils en font un bon usage. Ils sont toujours dans la logique, non pas de mettre les meilleurs, mais de caser des compagnons. Le partage du gâteau national se poursuit. Il faut mettre des apprenants à la place des secteurs de grandes décisions qui requièrent des expertises réelles. Naturellement, la machine ne peut que s'embourber, se ralentir, si on ne fait pas attention, s'éteindre. J'ai pris le bon Dieu que cette machine administrative sénégalaise, avec tant d'expertise de certains points, car ceux qui en souffriront, c'est moins ces gens perchés au sommet que nous d'en bas. De grâce, qui se penchent sur ces dossiers-là, qui ne prétextent pas encore de la conséquence de la pénurie d'eau pour perdre peut-être un peu quelques ménages en nous disant encore il faut reporter jusqu'à même devoir peut-être annuler cette rencontre. C'est très important. C'est un problème très sérieux. L'expertise est là, mais l'utilisation de l'expertise pose problème. Napoléon disait l'art de bien gouverner, c'est l'art de bien s'entourer. Il est trop facile de dire que, comme les Wolofs disent, Bourba, Ntaria, je ne suis pas d'accord. C'est le roi qui choisit ses courtisans et sa cour. C'est le roi qui conçut sa cour. Le chef d'État est le seul dépositaire légitime de la confiance du peuple. Il est le seul délégataire par le peuple de la totalité des pouvoirs de nommer aux emplois civils et militaires. S'il nomme les moins bons, s'il nomme les incompétents, il en est l'unique responsable. Ça, il faut qu'on l'assume aussi. Très bien, une toute dernière question. Alors, ça, je l'adresse à l'ancien homme, à l'homme d'État. Voilà, monsieur le ministre, le nouveau président malien, Ibrahima Boubacar Keïta, a fait le tour de certains pays limitrophes pour, nous dit-on, remercier de leur soutien à la stabilisation du Mali. Alors, comment comprenez-vous le fait qu'il a zappé aujourd'hui le Sénégal? Le Sénégal a perdu de par des positions parfois très difficilement compréhensibles de son chef d'État. Souvenez-vous, dès le début de la crise malienne, le Mali et le Sénégal, dans un passé récent, étant un seul pays, avec un seul gouvernement. Jusqu'à présent, nous avons les mêmes couleurs de drapeau, la seule différence étant l'étoile. Nous avons la même devise, un peuple, un but, une foi. Pays frontalier. Ils sont combien de Maliens aujourd'hui qui jouent un rôle crucial dans l'économie sénégalaise? Combien de Sénégalais au Mali? Mais quand le Mali est enrhumé, le Sénégal pousse et vice-versa. Une telle situation grave d'invasion djihadiste se produit au Mali. Alors que si ça progresse, c'est bonjour les dégâts au Sénégal. En intervenant, non seulement nous le devons au nom d'une bonne politique de bon voisinage, mais même au nom d'une préservation de nos intérêts immédiats.
la réaction du président Macky Sall, il ne faut pas l'oublier, il avait dit en son temps publiquement devant le peuple sénégalais que le Sénégal n'enverra pas de militaires au Mali. Il l'avait dit ou pas? Il l'avait bien dit. Par la suite, il a été surpris par la réaction française qui est immédiatement annoncée, puisque là, on a montré qu'on n'a pas de choix, on n'a pas de vision, mais on s'allie, on change de position et on part, mais comme étant les derniers. Pendant que le Tchad envoie des milliers de soldats, des troupes d'élite. Dans les zones les plus cibles, nous avons envoyé à peine combien de soldats? Si on classait le nombre de soldats envoyés, nous n'occupons ni la première place, ni la deuxième, ni la troisième. Si on enregistre par ordre d'arrivée, nous faisons partie des derniers à débarquer au Mali, étant les plus proches. Mais tout cela, le peuple malien et le nouveau président ne peut pas en être insensible. Et plus grave encore, dans le jeu électoral malien, je vous le dis, nos autorités n'ont pas eu la main heureuse. Ils ont fait des options, il faut qu'ils l'assument. Et je pense que Ibrahim Boubacar Keïta est un homme très attaché à l'honneur, à la gloire. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises en tant que premier secrétaire parlementaire du CIPUO dans les années 2000 en son temps. Parce que notre siège était à Bamako. J'ai rencontré beaucoup de membres de la direction de son parti. Comme du reste, on l'a fait avec les autres, qu'ils soient les jeunes candidats, qu'ils soient Draman Dembélé, qu'ils soient Soumaïla Cissé, qu'ils soient Poullo, etc. Qu'ils soient Tibili Dramé qui a après quitté. Donc dans ces situations, il faut éviter un peu un penchant trop visible ou une inclinaison trop ostentatoire quand il s'agit de pays voisins. Il ne faut pas que la défaite de quelqu'un soit la vôtre ou la victoire de quelqu'un la vôtre. Il faut jouer avec beaucoup de mesures. Comme disait Thucydide, il y a plusieurs siècles, le comportement qui impressionne le plus les gens en matière de pouvoir est la retenue. Il fallait beaucoup de retenue dans notre intrusion dans le jeu politique malien. Il nous fallait beaucoup de réactivité, beaucoup d'efficacité. Surtout que le Sénégal est réputé être un des pays ayant une des meilleures armées, l'armée la plus républicaine, la plus professionnelle. Mais aujourd'hui, au niveau des Nations Unies, quand on parle d'Afrique, d'intervention dans les missions de maintien de la paix, et on passe au Sénégal. Professionnel, il vient quelque part, il règle les problèmes, ils ne font pas des frasques, ils ne font pas des dégâts, et ils sont respectés. Et les gens les applaudissent, les ovationnent. Souvenez-vous notre rôle au Libéria, souvenez-vous notre rôle dans beaucoup d'autres crises dans le monde. Le soldat sénégalais est un modèle. Et je suis sûr et certain qu'on aurait pu faire mieux que tous les autres pays là-bas. Même le commandement militaire, de mon point de vue, devait être entre les mains d'un officier général sénégalais. C'est ma position. À part la France qui a plus de ressources militaires et financières que le Sénégal, nous devions être en pole position, en première position dans ce combat-là. Le Sénégal doit avoir l'ambition d'une force sous-régionale. Tant du point de vue militaire, économique et politique. C'est une ambition noble qu'il faut simplement nourrir avec sérénité, courtoisie et mesure. Très bien, ainsi ça c'est l'émission Un cadre online sans limite. Cet après-midi, nous étions avec l'ancien ministre Aliou Sow, actuel président du MPLD. Sans limite et sans limite par ma voix. Je vous en prie, merci beaucoup. Bonne chance.